pouvez prendre nos places. Bon, Kalispera. Bonsoir, officiellement tout le monde. Merci d'être venu. Merci aux consuls de France et de Suisse qui sont là et qui nous honorent de leur présence ce soir. Un énorme merci à M. Gardeilidis, éditeur de M. Margaris. Et bien sûr, le plus grand merci va à notre écrivain, Petros Margaris, qui a accepté de nous parler en français ce soir de l'ensemble de son œuvre, c'est-à-dire de son long parcours dans les lettres grecques depuis les années 60 et jusqu'à aujourd'hui. Une œuvre qui débute au milieu des années 60 avec des œuvres de théâtre. Donc il y a ce petit livre-là, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle L'histoire d'Ali Reggio. Ça n'a pas été traduit en français. Et puis, M. Margaris, il a continué avec d'autres pièces de théâtre, encore trois. Je ne vous ai pas dit qu'il est né à Istanbul en 1937, et donc forcément, il est polyglotte. Donc, il maîtrise aussi bien le grec, le turc, l'allemand, mais il est très à l'aise à s'exprimer, vous allez voir ce soir, en français ou en anglais. Est-ce que je fais le tour des langues? Bon, oui, mais vous allez m'excuser si de temps en temps je fais une régression en grec, vous savez. Et donc, après, il se lance dans la traduction, et puis sa culture scolaire, disons, elle est surtout allemande, germanophone, et il fait une énorme traduction de Goethe, de Faust, vous voyez. Et en même temps, il s'occupe du théâtre d'une manière théorique, là, et surtout de Brecht. Il fait ce petit livre qui s'appelle Brecht et le discours dialectique. Il fait beaucoup de scénarios dans les années 70 et il se lance dans le cinéma aux côtés de Theo Angelopoulos et il écrit des scénarios pour les films le jour de 1936. L'autre grand film, c'est Alexandre le Grand, et le dernier, c'était le Passage perdu de la cigogne. Avec les scénarios, il entre aussi dans la télévision, dans les fin des années 80, et surtout au début des années 90. Et là, il y a une série télévisée qui s'appelle Anatomie d'un crime, qui est sortie en livre après, qui peut-être est la source, peut-être c'est quelque part par là-bas la source de son grand personnage qui arrive dans ce roman policier, je ne sais pas, c'est à vérifier. Ouais. Je ne sais pas si c'est la source, mais certainement il s'agit d'une rencontre entre le personnage de la série télévisée et la famille de Caritos. Moi j'ai connu la famille de Caritos, soi-disant connaître. Pendant la troisième année, quand, de cette série télévisée, à 1993, à ce moment, je devais commencer continuer d'écrire des scénarios pour la série télévisée, mais j'étais épuisé, totalement épuisé. J'avais écrit quelques 65 à 70 scénarios, alors j'étais tout à fait épuisé. Alors je me suis allé à la direction de la télé, je me disais, moi j'arrête. Tu fous-toi quoi? Tu gagnes beaucoup d'argent. On a beaucoup de publicité, nous aussi nous gagnons beaucoup d'argent. Pourquoi on va arrêter la série? C'est parce que je suis épuisé. Non, il a dit, tu vas continuer. Alors bon, quand j'ai essayé de recommencer à écrire les scénarios, soudain, un beau jour, j'ai vu devant moi, devant mon bureau, une famille de 3 personnes. Un homme, une femme, et un enfant. À ce moment-là, je ne savais pas encore que la femme était une fille, pas un jeune homme.
une famille tout à fait type bourgeoise grecque. Donc ça arrive en 93, hein? C'était en 1993, oui. Alors, d'abord, je me disais, ma première réaction était tout à fait négative. J'ai dit, je ne peux rien à faire avec tous ces gens-là. Parce que j'ai écrit je ne sais pas combien de petits bourgeois dans la série télévisée, et j'étais alors jusque-là. J'arrête, je ne veux pas m'occuper avec cette famille. Bon, mais l'homme était très persistant. Il ne voulait pas disparaître. Il était là chaque matin avant de commencer mon travail sur la série télévisée. Alors, c'était un problème, pas un problème, une torture. À besoin de moi, ça était devenu une torture. J'étais tout à fait incapable de continuer à écrire. Alors, la direction de la télé m'a appelé chaque heure, chaque demi-heure. Alors, qu'est-ce que va avec le scénario? On a la production, attend, etc., etc. À un certain moment, après un mois, je me disais, si cet homme-là me torture comme ça, il pourrait être ou un flic ou un dentiste. Et voilà. Et le premier roman, avec ses personnages et sa famille, hein, c'est le commissaire Charitos. Il arrive en 1995 sous le titre Nechterino del Tio, qui a été traduit en français par Journal de la nuit. Alors, Nechterino del Tio sort, je vous l'ai dit, en 1995, mais il est traduit en France en 1998 chez l'éditeur Lattès, fait 370 pages. Et je vous en dis un petit résumé. Hein. Alors, le commissaire Kostas Charitos n'aime pas la presse, encore moins l'agressif journaliste Yana Karagiorgi, étoile de la télévision privée. Lors d'une enquête concernant un couple d'Albanais sauvagement assassiné, il le harcèle par des questions concernant un enfant, or pas de traces d'un bébé ou autre bambin. Refusant de dévoiler ce qu'il sait, la journaliste est retrouvée assassinée elle aussi, après avoir clamé haut et fort qu'elle préparait un scoop pour l'édition du soir de Hellas Channel. Peu après, la collègue qui remplacera Yana est également retrouvée assassinée. Le directeur de la chaîne exige la collaboration inconditionnelle de la police, il ira même jusqu'au ministre, espérant faire démettre Charitos de l'enquête. Mais pour démettre Kostas Charitos de l'enquête, il faut se lever tôt, car il est un ruseur énard, pas du tout décidé à se laisser marcher sur les pieds. Déjà que son chef, lui casse, n'ayant instauré à Athènes les méthodes du FBI apprises lors d'un stage. Les soupçons se portent sur un pédophile récemment libéré après avoir purgé sa peine et que Yann avait aidé à faire mettre sous les verrous. De tout se parler, d'un trafic d'enfants albanais. Pour Charitos, l'enquête tourne au cauchemar car le directeur de la chaîne veut sa tête. Pourtant, la solution est à portée de main. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les réactions en 1995 avec la sortie de ces romans, d'abord en Grèce? Il faut dire que je suis un auteur importé en Grèce. Je suis, disons, un article d'importation en Grèce, comme écrivain. Parce que quand j'ai publié le premier roman, tous les gens disaient quoi? Marc Alissé a écrit un polar. Parce que j'étais un écrivain du théâtre, parce que j'étais un écrivain, disons, très politique. Alors, les gens en Grèce, et parce que le roman polar, seulement en Grèce, c'était un genre de littérature inférieur, on m'a dit, on s'est tourné, comment c'est écrit un roman polar? Bon. Je ne peux pas dire que l'intérêt pour le roman a été très grand. Mais à 2001, c'était à la foire de l'île de Francfort, la Grèce était à l'honneur, oui, au salon du livre de Francfort. Alors, les journalistes grecs ont allé à Francfort et soudain,
À ce moment-là, le deuxième roman, La défense béton, une défense béton, a été publié en Allemagne. Alors, il s'est étonné. C'est que Marc Harris a un appel tellement grand en Allemagne, alors c'est comme ça que j'ai été importé en Grèce. Et soudain, l'intérêt pour mes romans a été augmenté. Voilà, donc c'est un succès énorme à partir de ce moment-là. Et Petros Markaris sort une défense béton, le titre original en grec de Amina Journis, le voilà. Alors, je ne vous le montrerai pas en français, ni Victorino del Tio, ni Amina Journis. Les deux sont épuisés. Les deux sont épuisés, les deux sont sortis chez Lattès, et les deux sont traduits par Pierre Combrousse. Amina Journis sort en 1998 et en France en 2000. Et après, voilà, il y a le salon du livre de Francfort, bien sûr, où la Grèce est le pays à l'honneur, et M. Markaris devient, on peut le dire, il devient très à la mode, aussi bien en Allemagne qu'en Grèce. Voilà, et par la suite, nous avons affaire... Non, il faut que je vous dise quand même 2-3 mots sur une défense béton, de quoi ça parle. Oui. Petit résumé. Sur l'île de Santorin, un tremblement de terre a exhumé le cadavre d'un homme nu et non identifiable en raison de ses doigts brûlés. Délaissant son épouse et ses vacances, le commissaire Charitos rentre d'Ardar à Athènes, où l'attend un second cadavre, celui de Koustas, le roi des nuits de Plaka, mystérieusement assassiné. Deux victimes, l'une inconnue, l'autre trop connue. Et si les deux affaires n'en étaient qu'une, et si les morts de Santorin étaient cet arbitre de foot de 3e division, porté disparu, qui vivait sur un grand pied et donnait nos figures dans la comptabilité occulte de Koustas, et si, mais Charitos doit affronter une défense béton, les proches de Koustas. Hélène, sa compagne, une ancienne chanteuse de cabaret, et ses enfants, Makis, drogué violent, Niki, golden girl, se révèlent mutiques, hostiles. Charitos tente en vain de percer le mur du silence et, victime d'un malaise cardiaque, se retrouve à l'hôpital où, de surcroît, sa fille tombe amoureuse du médecin. Rude match pour Charitos. Que le vieux Machouvert n'a pas dit son dernier mot. Voilà, donc il y a la famille qui est là et qui se met à évoluer. Ben, petit à petit. Oui, mais c'est, disons, le principe des romans, de tous les romans. Alors, il y a d'une part la famille qui évolue d'un roman à l'autre. Et il y a le sujet policier qui est tout à fait différent dans un roman de l'autre, à l'autre. Alors il y a deux directions qui se trouvent dans ce roman, mais qui, au fond, sont séparées. La famille et, disons, l'histoire polare. Tout à fait. Et puis, il y a la photographie de la société. Oui, mais la photographie de la société, disons, l'aspect social ou même politique des romans policiers, ce n'est pas une invention en moi. Parce qu'il y a, dans les années 60, cet écrivain magnifique italien, Leonardo Sciascia, qui a écrit des romans polars avec, d'un thème politique. Et après, c'était le catalan, l'espagnol, Manuel Vázquez Montalbán, qui a fait la même chose. C'est Jean-Claude Izzo qui fait ça tout. Et Manchette aussi. Et Camilleri à l'Italie, même aujourd'hui, il y a un changement, de thématique et de direction dans le roman polar qui commence pendant les années 60 avec Leonardo Sciascia, et ce continue qui est même, disons, devient beaucoup plus présent dans les années 80 et 90.
appelé La chute des pays socialistes. C'est très intéressant parce que il y a toujours disons, le changement de la thématique et des directions dans le roman polar se coïncide toujours avec, disons, une réalité politique. Le roman policier suédois est né en 1986 après l'attentat à Olof. Le premier roman policier à Suède, le roman de Håkan Nesser et après de Henning Mankell, paraissent après l'assassination de Olof. La même chose se passe aussi dans l'Europe centrale et même beaucoup plus dans l'Europe du Sud, après la chute des pays socialistes. Parce que c'est la mafia, c'est l'argent, et c'est la connexion entre l'argent et la politique. Alors c'est un sujet politique. Il y a des raisons pourquoi ça se passe. Justement, dans tous ces romans, M. Margalis, et surtout ceux qui sont écrits avant la trilogie, on va en parler de la trilogie, ce sont ces derniers romans, ils ont affaire du monde de la nuit, de la corruption, de tous les dédales de l'argent. Donc c'est très très bien écrit tout ça dans ces romans policiers. Et puis, il y a encore un aspect, avant de passer au suivant, il y a l'aspect de la ville qui fonctionne en tant que personnage carrément dans les romans. Là, ça aussi n'est pas en l'occurrence. Disons, la ville c'est Simenon et Paris. Jean-Claude Izzo et Marseille. Manuel Vázquez Montalbán et Barcelone sont, disons, plus avant que moi. Et vous, Athènes? Vous, Athènes, mais moi et Athènes. Mais vous savez, la ville dans le roman contemporain policier, c'est pas disons, un milieu, c'est une protagoniste. La ville est une protagoniste dans le roman polar d'aujourd'hui. C'est la même chose avec Jean-Claude Izzo, c'est la même chose avec Montalbán, c'est la même chose avec Athènes et moi. J'ai reçu un email, c'était une remarque, comme quoi, des fois, on pousse très loin la description sur les villes. Et pour les gens qui ne connaissent pas tellement bien les villes, pour eux, il faut avoir un plan et chercher partout, les quartiers, les murs de rue, etc. C'est tellement descriptif à un moment donné. Bon, qu'est-ce qu'on appelle un quartier? Vous savez, mais il faut admettre que dans les traductions étrangères, avec ma éditrice allemande suisse, on coupe. Parce que, vous savez, on ne peut. Quand un grec fait la lecture du roman, il connaît la ville. Je peux vous dire, moi en tant que mais lecteur... un étranger, disons en allemand, bon, ça peut devenir un peu, disons... Si nous sommes athéniens, et on parcourt notre ville tous les jours, on peut transpirer avec Haritos quand il conduit sa pauvre vieille Mirafiore. On peut sentir toutes les odeurs possibles des poubelles, évidemment. Mais après, je ne sais pas, quelqu'un qui n'aime pas Athènes, qui est athénien ou pas. Je connais des gens qui n'aiment pas Athènes, je connais même des gens qui n'aiment pas Istanbul, ça m'étonne, mais il se passe. On va parler d'Istanbul, un peu après. Alors, le Tché s'est suicidé, superbe titre, il sort en 2003, toujours chez Gabriel, tous les livres de M. Margalis, c'est ici. Voilà, et puis nous avons la traduction en française, enfin, elle est là. Le Tché s'est suicidé. Alors, en France, on change d'éditeur, on part de la thèse, on va chez Sèvres, et M. Margalis
reste chez Sey jusqu'à aujourd'hui. Donc, il sort chez Sey en 2006. De quoi ça parle? 3 suicides en public titillent la curiosité du commissaire qui, bien qu'en convalescence, il est bien en forme pour un convalescent de bon, va s'occuper de deviner dans une enquête non officielle ce qui se cache derrière tout cela. Sur fond d'Athènes, en plein chantier des JO, il y avait les JO en 2004, des magouilles politiques et financières, des modélisations des Grèce contemporaines, mais aussi sur des retours intéressants vers la Grèce de la Jante, Raitos, toujours dans sa vieille Mirafiori, enquête, tandis que M. Marcage décrit la vie des Athéniens d'aujourd'hui et critique à mot ouvert la société contemporaine. Voilà. Est-ce que je peux lire un peu le début? Merci. Juste les premières pages. La chatte est assise sur les bancs en face de moi, elle me fixe. Toujours, je la trouve installée au même endroit, en équilibre sur les dossiers. Les premiers jours, elle me regardait d'un air soupçonneux, prête à décamper si je faisais mine de l'approcher. Donc elle a été sûre que je la dédaignais, et elle en a fait autant, et a cessé de prendre la pause pour mes beaux yeux. Ainsi s'est instaurée entre nous une relation de bon voisinage. Elle n'occupe jamais mon banc. Moi, les rares fois où j'arrive le premier, je respecte les siens et le lui laisse. C'est une chatte de gouttière, mais elle n'a pas la traditionnelle couleur ocre des chats de gouttière pur sang. Son pelage est strié en arêtes de poisson gris-noir, comme les costumes que nous portons au bal de la police ou aux enterrements. Adriani, c'est la femme de Kalitos, est assise à mes côtés et tricote. Depuis cette funeste soirée où j'ai eu la brillante idée de présenter mon torse pour sauver Elena Koustas de la patte tirée par Makis, son fils adoptif, ma vie a changé du tout au tout. D'abord, j'ai passé 8 heures sur le billard, puis 1 mois et demi à l'hôpital, et aujourd'hui, j'en suis le premier tiers de mon congé maladie de 3 mois. Aux dernières nouvelles, je ne suis plus en rapport avec le département des homicides. Je ne suis pas allé voir une seule fois mes collègues depuis mon retour à la maison. Au début, Vlasopoulos et Dermitzakis, mes adjoints, me rendaient visite tous les 2 jours. Puis, ils ont cessé de venir me voir et se sont contentés d'un coup de fil de temps à autre avant de couper tout contact. Kikas n'est venu qu'une seule fois à l'hôpital, accompagné du secrétaire général du ministère, lequel ne m'a pas à la bonne, bien que ce jour-là, il était tout sourire et plein d'éloges pour mon courage. Et pour finir, comme Adriani est désormais aux commandes de ma vie, je me contente de me traîner de la maison au jardin public et de la chambre à coucher au séjour tel un Palestinien mis aux arrêts par les Israéliens. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce n'est pas excellent en propre mesure. Je n'ai toujours pas retrouvé l'appétit et chaque bouchée me reste en travers de la gorge. J'en parle pour m'aider à rompre la monotonie de ma vie. Je fais bouillir du blanc de poulet et je t'ai préparé une bonne petite soupe au vermicelle. Encore du poulet, je l'ai déjà mangé il y a 2 jours. Ça t'a fait du bien? Quel bien, Adriani, tu peux me dire? J'ai eu un courant d'air à la poitrine, pas une perforation de l'estomac. Vous savez, quand ma soeur a lu le roman, elle m'appelait, elle me disait « C'est Adriani est donc notre mère, hein ?» Elle nous a aussi terrorisés comme ça quand nous étions malades. Voilà, il arrive ensuite l'actionnaire principal pour publicité maîtrise. En grec, c'est au Vassikos Métopos. Au Vassikos Métopos. Alors, il s'est passé quelque chose de bizarre. En grande édition, Rocher, n'est-ce pas? On l'appelle comme ça, la grande édition. Non, mais c'est pas ça. C'est Payapoli-Paya. Ah, ça, non, je me suis trompé là. Actionnaire principal. Oui. Donc, voilà, en grand livre, là, on a fait du mot à mot, Vassikos Métopos, l'actionnaire principal, mais au livre des poches, on a fait publicité meurtrière. Il s'agit du même livre, exactement. Voilà. Il ne faut pas acheter 2 fois. Alors, ici, Caterina, la fille du commissaire, et son petit ami Fanny s'embarquent pour la Crète, à bord du El Greco. Le bateau est détourné par des pirates et les passagers sont pris en otage.
Charitos, malgré l'avis de son chef, Gigas, dépouille rejoindre celui-ci en compagnie de sa femme Ariane, mais sa venue n'est pas opportune et bientôt il est appelé à rentrer à Athènes pour enquêter sur le meurtre d'un homosexuel, star de la publicité. Ces crimes seront suivis d'autres. Les deux affaires s'entremêlent assez efficacement et au dernier chapitre, vous attendrez qu'ils sont liés par un mystère qui se dévoile peu à peu. Encore une fois, M. Markaris profite de parceller son rang policier pour se moquer de façon légère des défauts de la société grecque, immobilisme, sexisme, machisme, homophobie, et femmes qui rejettent tout et ont un avis sur tout. Comme pour tous ces romans, Petros Markaris nous fait découvrir l'histoire de la Grèce du XXe siècle et ses pages sombres. Un actionnaire principal, le sujet historique abordé est la Seconde Guerre mondiale, la guerre civile et la dictature de Métaxas, 1936. Il rappelle à nous, lecteurs, qu'il existe encore malheureusement en Grèce des Grecs qui sont nostalgiques de cette époque et rêvent d'une grande Grèce. Comme son titre l'indique, M. Markaris épingle bien sûr la pub et ses conséquences sur notre vie et notre économie. Il rappelle que pour les médias, la publicité est l'actionnaire principal. Et pour ne pas changer, le commissaire Charitos vous perdra dans les rues d'Athènes et du Pirée. Pour le plus curieux, il faut toujours avoir un plan d'Athènes. Mais aussi, on va se promener du côté de la Canée, Chania en Crète, à Thessalonique, à Chalkida sur l'île de l'Épée et à Volos. Alors, on sort un peu d'Athènes, hein? Bon, oui. C'est la première fois que Charitos quitte Athènes pour Chania, pour Volos, pour les villes grecques. Le prochain roman est un voyage plus long vers Istanbul. Donc, et c'est là où vraiment vous avez affaire avec l'histoire récente, contemporaine du pays. Et puis il faut parler aussi de ses copains un peu mystérieux de Charitos, un peu son alter ego, le vieux communiste. L'Ambrosisis. L'Ambrosisis, voilà, hein, qui mène une vie solitaire. L'idée de l'Ambrosisis a, disons, des origines très mixtes. D'une part, il faut expliquer, il y a deux manières différentes pour créer un caractère. Ou vous allez bien penser, j'ai besoin d'un caractère, il faut inventer un caractère. Alors, on se met à penser, on trouve lentement le caractère, on crée le caractère. Il y a une autre, disons, version, une autre possibilité qui est quand vous avez besoin d'un caractère, de penser, il y a des gens que je connais, qui est le plus proche au caractère que je cherche. C'est, disons, ma technique. Il s'agit toujours que des gens que je connais. Alors l'Ambrosisis, je connais un homme qui était très proche à l'Ambrosisis. Après la chute, il était un peintre. Sa vie avait des aspects très proches à la vie de Jésus. Disons les lignes de déportation, le communisme, disons les tortures pendant la période d'occupation de Grèce, après la guerre civile, tout ça. Les exils forcés aussi. Oui, disons, le personnage de Jésus est fondé sur cette personne réelle que je connais. Mais le but était de trouver, disons, une solution pour, disons, faire connaître ou, disons, créer une amitié entre le communiste et le policier. Parce que
Grèce était, pendant et après la guerre civile, tout à fait divisée. Et il n'y a pas disons, une fraternisation entre les deux, la gauche et la droite en Grèce. Il était toujours une grande différence et une grande animosité. C'était des fonds. Alors, moi, j'ai pensé qu'ils sont les années 80 et il est temps que les deux parties faire un départ pour une connaissance et une amitié. Alors, l'amitié entre Zisis et Charitos a commencé comme ça. Maintenant, Zisis est pratiquement un membre de famille de Charitos. Je lisais un interview que vous avez accordé dans un média allemand, il me semble, et là, vous parliez d'une réconciliation qui s'est passée en Allemagne, que dans les années 60, fin des années 60, en Allemagne, ils se sont dit il faut se parler ouvertement, les vieilles générations avec les nouvelles générations, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire à partir d'aujourd'hui. Il y a eu un dialogue très ouvert, vous avez dit. C'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu en Grèce. Mais c'est vrai. C'est vrai, mais je vois la même chose en Espagne après la guerre civile. J'ai vu la même chose en Grèce pendant des années et des années. Il n'y a pas une réconciliation. Une réconciliation n'a pas été, disons, un problème pour eux. Tous les deux partis, la gauche et la droite, ont préservé ces positions et ils ont réclamé le droit d'être, disons, disons, postulé, non, dis oui, d'avoir raison, voilà. C'était pour moi cette attitude incompréhensible. Peut-être parce que je suis venu d'Istanbul, je n'ai pas eu, disons, dans les années pendant la guerre civile en Grèce, mais tout à fait, l'Allemagne était, disons, un exemple. Quand la génération de 68 en Allemagne a forcé ses parents, ses grands-parents, de parler sur la période nazie, d'admettre ce qu'ils ont fait. Et c'était disons, une ouverture qui a conduit au, disons, un éclaircissage dans la vie allemande. Ça, ce n'était pas le cas en Grèce. D'ailleurs, j'ai voulu, disons, montrer qu'un homme qui appartenait à la gauche et qui a même a vécu une vie très très difficile parce qu'il était à gauche, peut trouver un langage ensemble avec un policier. Et à vrai dire, je suis très heureux que si c'est devenu disons, un membre de famille de Charitos. Même il a été accepté par Adriani, parce que Adriani détestait la gauche. Et j'ai aussi trouvé la différence entre la fille Caterina et Zisis. Pour Caterina, ce n'était pas un problème, ce n'était pas disons, elle est très ouverte, elle a vécu, elle a fait, disons, des études. Elle a accepté Charitos, elle m'a adoré Charitos dès le début.
Alors, juste, leur connaissance entre Zisis et Charitos, ça se passe au moment où Zisis est emprisonné. Hein, et Charitos est un jeune policier, c'est son gardien. Pendant la junte. Parce que Charitos a commencé comme un gardien dans le département d'isolation pendant la junte de la police. Alors, il a fait la connaissance là. Et Charitos a été vraiment étonné, disons, de la résistance de Zisis pendant les tortures, pendant tout ça. Il y a presque une admiration. Hein, une admiration. Et ça, c'est aussi une histoire réelle. Dans un certain moment, ce Jean qui était disons, le modèle de Zisis, m'a raconté une histoire. Il m'a dit que quand nous étions dans l'isolation, nous avons eu un jeune gardien. Quand il était, disons, pendant la nuit, le gardien pendant de nuit, il a ouvert les cellules. Il nous a donné la possibilité de nous échauffer sur le calorifère parce qu'ils ont été dans l'eau classée comme torture. Et là, il nous a donné aussi des cigarettes qui étaient tout à fait dernières. Et l'homme me disait que, tu sais, si elle était vu par des autres officiers, pour lui, il pourrait être beaucoup plus difficile que nous. Alors, c'est comme ça que j'ai aussi mis cette histoire dans le caractère et dans, disons, l'histoire de Charitos. Moi, je pense que ce que vous avez fait, justement, ça équilibre toute votre œuvre, hein, finalement. Je pense que c'est vraiment la contrebalance. Hein, parce que M. Margaret, il a reçu des ordres, déjà un policier, un flic, hein, sympa, ce qui n'est pas du tout facile, hein, surtout dans une société comme la nôtre, hein, avec son passé, par tous ses aspects, par sa passion pour son travail, mais c'est une passion qui est honnête, hein, par son amour pour les mots, pour les dictionnaires. Hein, il a de vieux dictionnaires. Nous sommes à l'époque avant les dictionnaires de Babignon-Hills, qui a tout bouleversé en 98. Alors, donc, il y a un vieux Dimitrakos. Et que je suis resté fidèle à Dimitrakos, toujours. Là, ça ne bouge pas. Et à Little Scott. Hein. Et à Little Scott. Mais plus à Dimitrakos que Little Scott. Voilà. Et donc, c'est un personnage qui est finalement très humain et on dirait presque romantique des fois. Qui adore sa fille, qui adore les Yemistas de sa femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est les Yemistas ici? Ah, les Yemistas, ce sont les légumes farcis. La Yemista aussi, c'était ma mère. Hein. La Yemista merveilleuse. Alors, et c'était une pièce de théâtre entre ma mère et ma fille. Ma fille avait lu à ma mère, elle disait Yaya, c'est Yemista, c'est Paracalo. Légumes farcis, s'il te plaît. Des tomates et des farcis. Alors, des poivrons farcis. Alors, dites maman, Yaya, c'est Yemista. C'est comme ça. Ma mère dit, mais c'est non, je ne peux pas. Je suis trop fier. Disons, très fatigant de faire des tomates farcies avec toutes les, disons, la préparation. Non, ça. Ma pauvre fille, c'est Paracalo Yaya. Enfin, ma mère disait, bon, mais ça sera la dernière fois, c'est jamais la dernière fois, mais c'est le théâtre,
On a répété chaque fois que ma mère a fait des tomates farcies. Bon, c'est comme ça que j'ai mis les tomates farcies dans le repas. Et voilà. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il y a de l'évolution au niveau de la famille. Hein. Bien sûr, il y a tout cet aspect, une description de la situation politique, hein, la photo d'aujourd'hui à chaque fois. Il y a l'histoire récente du pays, contemporaine. Et tout au début ici, il y a la fille, Caterina, qui va soutenir sa thèse de doctorat, et c'est absolument génial, les toutes premières pages. Pourriez-vous nous dire, mademoiselle, elle passe devant le jury, hein, pourquoi vous avez choisi ces sujets de thèse? Elle est habillée d'un chemisier rouge et du jean que je l'ai toujours vu porter. C'est comme si elle avait revêtu sa tenue de tous les jours, à ceci près qu'elle a amélioré l'ensemble avec une veste bleu marine pour ornée, pour la circonstance, d'une broche. Son visage brille un peu sous l'effet conjugué de l'anxiété et de la chaleur. Nous sommes en juillet et l'humidité de Thessalonique est insupportable. Parce que je crois, monsieur le professeur, que les problèmes soulevés, qui restent à l'heure actuelle difficiles, voire impossibles à résoudre, dépassent les limites épistémologiques et d'une seule spécialité de son champ d'application. La question ne ressortit pas uniquement à un ordre juridique ou politique. Pour formuler autrement mon intention première, je voulais m'atteler à ces sujets afin de montrer que le problème du terrorisme ne peut être envisagé que de manière pluridisciplinaire. Son regard est rivé sur le professeur. Elle a serré les doigts et maintient fermement ses mains nouées, peut-être afin d'empêcher que l'une ou l'autre ne s'agite indûment. Elle évite de se tourner vers l'auditoire, parmi lesquels nous figurons, redoutant de perdre son sang-froid si nos regards se croisent. Combien d'années cela fait que j'espère ce moment? Au début, alors que je ne voyais pas plus loin que son diplôme, je lui donnais 4 ans, allez, 5 au plus si elle ratait une année. Puis elle a poussé jusqu'au doctorat, et des 5 ans, il a fallu jusqu'à 8. 8 années que je compte et récompte mon salaire dans le vain espoir de le voir se multiplier. Je compte les loyers et les dépenses du ménage. Je compte les vêtements et les chemises que je n'achète pas. Je compte les paires de chaussures d'Adriani. Je compte. Au bout d'un certain temps, je vis passer à la place de coupures de 1000 et de 5000 drachmes, des billets de 20 et de 50 euros. Mais je n'ai pas prêté attention. Je continue à compter. Et tout s'est mal pour arriver au bout des 8 années d'études de Caterina. Le fait, au cœur de l'action terroriste, d'attenter à la vie d'autrui, peut-il être assimilé d'un point de vue juridique à l'homicide dont l'immobile est de déposséder la victime de ses biens matériels? Un peu plus encore parce que c'est absolument extraordinaire. Tes études, tu laisses aller ta fille à l'université. Et pourquoi faire? Mais Cyril et mes collègues du commissariat central. Si Cyril est un garçon, on ne dit pas. Hein. Il doit faire une carrière, se marier, fonder une famille, ça se comprend. Mais une fille, tu ferais mieux de l'inscrire à l'école de police. On l'affecterait à un poste et elle recevrait son traitement qu'il pleuve, qu'il vende. Elle aurait la tête tranquille jusqu'à la fin de ses jours. Et s'il ne veut pas faire l'école de police, place-la dans un institut de formation professionnelle. Elle sortira avec un métier, tout ce qu'il y a de plus concret. Rien de vrai pour compléter les revenus du ménage. Quand je leur avais annoncé qu'elle avait été admise à la faculté de droit à Thessalonique, ils m'avaient regardé comme une bête curieuse, l'air dépensé, déchiffré, mais je te le dis pas. De loin en loin, ils venaient aux nouvelles. Comment va Caterina? Alors, ça se passe comment à l'université? Elle en a encore pour longtemps. Quand j'annonçais du bout des lèvres, comme si je n'avais honte, qu'elle avait obtenu sa maîtrise, mais qu'elle voulait pousser jusqu'au doctorat, j'ai eu la même réponse que lorsque j'avais annoncé sa réussite au concours. Un silence, lourd comme une pierre tombale. Seul Zaval de la répression des fraudes financières m'avait répondu, m'avait prévenu. Que vas-tu faire dans cette galère? Alors, bon, je n'ai pas dit hein, que ça c'est en 2004, n'est-ce pas? C'est au moment des Jeux Olympiques. Hein. Oui. C'est en 2004, juste avant. C'est pas un roman. C'est pas un roman, c'est de la un recueil de nouvelles. Oui. Moi, je me demande pourquoi ceci n'a pas été traduit, je me compte. On en a fait plein de cours dans notre école. C'est absolument extraordinaire ce petit livre. Hein. Ça s'appelle Athènes, capitale des Balkans.
Voilà, on espère que ça va. Quelqu'un va le traduire. On verra. On verra. Donc. Et puis, il y a l'empoisonneuse d'Istanbul qui arrive. Les titres, c'est Paya, Poli Paya. Longtemps, il y a longtemps, on pourrait traduire, hein, si on voulait faire du mot à mot, mais l'empoisonneuse d'Istanbul, c'est les titres français. Alors, en grec, ça sort en 2008. Caroline Nicolas, c'est la traductrice. C'est la traductrice aussi de son livre précédent, le dictionnaire principal, J'essaye. Ça sort en 2010. Alors, ici, nous avons les retours à vos racines un peu. Hein. Est-ce que c'est un livre, parce que bon, on fait voyager Khalid jusqu'à Istanbul, bien sûr, il y a des prétextes, bien sûr, il y a des maîtres, bien sûr, il y a toute l'histoire qui se développe à Istanbul. Mais pour vous, est-ce que c'est un livre que vous avez toujours voulu écrire? D'abord, L'empoisonneuse d'Istanbul, avec le dernier roman qui est paru seulement en grec, maintenant je l'ai payé, pour l'instant, sont les deux romans avec qui j'avais les plus grandes difficultés à écrire. C'était des romans vraiment très difficiles pour des raisons tout à fait différentes. L'empoisonneuse, c'était mon passé. L'histoire de mes parents, l'histoire de ma jeunesse. Et je suis un écrivain qui a appris beaucoup de choses de Brecht. Et la chose la plus importante que j'ai appris de ce écrivain est la distance, préserver la distance, prendre la position d'un observateur. Ça, c'est, disons, une réaction très normale, très quotidienne. Je peux le faire n'importe quel moment dans ma vie. Je prends toujours une position d'observateur. Et quand j'écris un roman, je suis un observateur d'Athènes, un observateur de la réalité, de la vie et du pays, un observateur des gens dans la vie et dans le monde. Bon, ça c'est, disons, je ne sais pas si c'est difficile, mais c'est une attitude tout à fait quotidienne en moi. Mais avec l'Istanbul, ça ne fonctionnait pas. C'était impossible. Parce qu'il y a eu le passé, le mémoire, les gens, la famille, les amitiés, l'école. Bon, j'ai eu peur avec moi. Je n'osais pas me, disons, rapprocher un sujet au roman. Et j'ai trouvé toujours des excuses pour n'écrire pas. Jusqu'au beau jour, ma fille me disait, je le dis répéter, Ita γράψεις αυτό διαλυμένα το μυθισό, ή θα πεινάσουμε, γιατί δεν γράψεις και τίποτα. Soit tu vas l'écrire, c'est putain de roman, soit on va voir la fin, hein, parce que tu n'écris rien. Alors, à quel moment, hein, vous voyez, quel moment, il est tellement prolifique là, dans les années 2000. Ce roman, j'ai commencé, mais quand j'ai commencé, les difficultés est devenues beaucoup plus grandes, beaucoup plus critiques, parce que n'importe quelle histoire j'ai inventée, elle était une histoire qui ne m'intéressait pas par rapport à la vraie histoire que j'ai eue dans mon passé, dans cette vie. Et c'était pire encore avec les caractères. Les caractères de mon passé étaient beaucoup plus, disons, vivants que les caractères que j'avais inventés pour le roman, pour l'histoire. À un certain moment, je me disais que cette femme, qui est la mortière dans le roman, est notre gouvernante. Nous avons eu une gouvernante, c'était une histoire triste dans la famille, cette gouvernante, parce qu'elle était avec nous plus que
presque 30 ans, plus que ça. Et j'avais, à ce moment, quand elle est venue chez nous, j'avais 6 ans et ma soeur 6 mois. Il était la gouvernante pratiquement de ma soeur, Maria. Et quand ma famille, disons mon père et ma mère, parce que moi j'étais à Athènes, ma soeur était à Athènes, et alors mon père et ma mère a décidé de venir à Athènes aussi. Parce qu'à ce moment-là, Maria avait 90 ans. Et ma mère pensait qu'elle est trop vieille, elle ne peut pas faire ni la rélocation, ni le regard. Alors, c'est beaucoup plus, disons, pratique et aussi plus humain pour elle, pour la mettre dans une maison pour les vieilles. Il a une très bonne maison, le Baloukri grec de la communauté grecque, et pour rester tranquille avec des amis là, dans la ville où elle habitait depuis, disons, je ne sais pas combien d'années. Mais Maria était vraiment postonème revenu, malheureuse, très malheureuse dans cette maison. Et ma mère avait eu, disons, c'était pour ma mère un problème de penser que la décision la plus mauvaise. Alors quand je pensais à sa mari, elle disait, enfin je peux faire quelque chose pour bien. Une part de sa biographie est dans le roman. Même le prénom et le nom, Maria Rambo, est le vrai prénom, le vrai nom de la femme. Et parce que je la connais très bien, quand je pensais que Maria Rambo est, disons, le personnage, tout est devenu très facile. Je connaissais le caractère. Bon, je vous lis quand même un mot sur le roman. Pour échapper à la lourde ambiance familiale, suite à l'annonce du mariage civil et non religieux de sa fille Caterina, le commissaire Haritos amène sa femme en vacances à Istanbul. Il sera amené par hasard à enquêter sur une mystérieuse et insaisissable vieille dame grecque revenue en Turquie pour se venger. Pour éviter un incident diplomatique, Haritos est chargé par son supérieur de collaborer avec un jeune collègue turc élevé en Allemagne. Bien sûr, la méfiance entre les deux policiers est toujours présente, mais Marquez n'oppose pas, comme on pourrait le penser au vu de l'histoire, entre les deux peuples, les deux policiers. Grâce à l'humour du texte, Marquez garde une certaine neutralité dans les différences entre Grecs et Turcs. C'est un peu la façon de dire pour Marquez que c'est la meilleure manière pour les Grecs de retrouver l'Istanbul d'avant 1955, où Grecs et Turcs vivaient en plus ou moins bonne intelligence. Dans ces livres, vous allez voyager dans Istanbul de cette fois-ci. Monsieur Marquez nous perd un peu dans ce dédale des rues et des quartiers parfois indiqués sous les noms turcs, mais souvent par les noms grecs aussi. Comme pour les précédents livres, il paraît intéressant de suivre les allées et venues du commissaire avec une carte de la ville. Alors, Monsieur Marquez évoque avec nostalgie et humour cette ville. Cette distanciation revendiquée par l'auteur est indispensable pour montrer les rapports de l'écrivain avec ses cultures et grecques qu'il a dû abandonner et qui ne sera jamais comme il a connu. Dans ses livres, il fait dire à Haritos à propos de Maria Rambo l'empoisonneuse, justement, nous sommes à la poursuite d'un fantôme. Cette phrase ne s'adresse pas uniquement à la vieille dame, mais aussi à Istanbul avant 1955. Est-ce qu'on lit un petit passage? Oui, monsieur. Vous voulez lire un petit passage? Ici. Au moins est-il possible désormais de discerner un plan dans les actes de la Hambena, d'y lire des mots qui soient un peu plus clairs.
Elle tue d'abord son frère Adrama. Puis elle vient à Constantinople, se rend à Macrophori et tue sa cousine Adamo. Dans les deux cas, armes et mobiles sont les mêmes. Le mobile est la vengeance, son frère le maltraitait selon toutes les probabilités depuis le jour où elle est allée vivre avec lui. Elle a subi le même genre de tyrannie du temps de sa jeunesse, quand elle vivait avec la famille Adamoglu qui abusait d'elle et de sa sœur. L'arme utilisée est le paraffion, ajouté à la préparation d'une tyropita. Parce qu'elles viennent de la même main, de Pontos. Et la tyropita de Pontos est excellente, très connue. Mais il ne fait pas de sparacopita, de prasotta, seulement de tyropita. En revanche, elle a offert une tyropita sans paraffion à Madame Lazaridis, la cousine de la vieille Adamoglu, et à sa belle-sœur Sappho Hambourg. Il existe une explication plausible concernant Madame Lazaridis. Cette dernière m'a confié elle-même que la Hambena l'appréciait et qu'elle avait des relations très amicales. Dans le cas de sa belle-sœur, il se trouve au moins 3 témoins pour attester que les relations entre Maria et Sappho étaient mauvaises. Madame Lazaridis, qui connaît le fait de première main, et les 2 petits vieillards qui ont entendu Sappho le déclarer. Cependant, la Hambena lui a offert non seulement une tyropita comestible, mais aussi un bouquet pour fleurir sa tombe. Alors, avec l'empoisonneuse d'Istanbul, je pense que nous rentrons à la fin d'une grande période. Bon. Et puis, le début de la plus récente, on verra à quel point elle va être grande. Donc, nous sommes là, en 2010, et il y a un titre qui arrive, Lexipróthesma Damia, ça s'appelle, et qui a été traduit en français par liquidation à la grecque. Liquidation à la grecque. Où est-ce que je l'ai vu? Il est là. Les liquidations à la grecque. Toujours c'est traduit par Michel Volkovitch, très connu dans les lettres franco-grecques en tant que traducteur à partir du grec vers la langue française. Donc, ces liquidations à la grecque sortent en France juste au mois d'octobre 2012, il y a quelques mois. Alors, là, nous avons affaire avec les débuts d'une trilogie que M. Margaris appelle la trilogie de la crise, mais en grec, il fait un petit jeu de mots. Il dit « trilogiatis kriseos », n'est-ce pas? Ouais. Donc, et non pas « trilogiatis crisis ». Alors, pour les gens qui ne connaissent pas du tout les Grecs, il faut s'expliquer un peu. Alors, tis crisis, ça veut dire de la crise, point. Et c'est dans la langue moderne, actuelle, démotique, la langue vernaculaire. Alors que tis criseos, ça fait du vieux grec, du vieux, je ne dis pas ancien, d'accord, j'ai dit du vieux de la langue puriste, c'est ce qu'on appelle la kathareusa. Mais ce n'est pas son idée de faire la kathareusa, la langue puriste, parce que il y a crise dans le sens du jugement dernier. Donc, c'est dans ce sens-là que M. Margaris l'appelle trilogiatis kriseos, de la crise dans le sens du jugement dernier, mais non pas tout simplement de la crise. Alors là, cette idée nous pousse assez loin, le jugement dernier quand même. Alors déjà, il faut dire que ça c'est le premier livre, les liquidations à la grecque de la trilogie, et les 2 autres, le deuxième de la trilogie est en train de se préparer par M. Volkovitch, et puis le tout dernier, il est sorti juste par les éditions Gavrilidis en décembre 2012. Oui. Donc, vous êtes bien sûr inspiré de ce qui se passe dans ces pays, et pas seulement dans ces pays d'ailleurs, depuis les débuts, et vous êtes, à ma connaissance, vous et Christos Chrysopoulos et l'autre écrivain grec qui s'occupe de la crise d'une manière aussi sérieuse, et vous faites carrément une trilogie.
Alors, quel est le point de départ de votre pensée pour faire une trilogie? Le point de départ était 2010, disons, février ou mars, quand la crise était là. Officiellement. Officiellement, oui, voilà. Mais à ce moment-là, je me disais que la crise est venue pour rester. Il ne sera pas facile de la surmonter. Par contre, tous les politiciens disaient, vous savez, 1 an, 2 ans, après c'est passé. C'est impossible. Je connais que la crise, quand elle vient, reste. À ce moment-là, j'ai fait mon projet d'écrire une trilogie publique. Alors, une jeune journaliste grecque est venue me voir et me disait, Monsieur Marcalis, vous savez écrire 3 livres sur la crise. Je me disais, vous savez, c'est 3 livres, pas 2. Non, ce que je veux dire est que si vous pensez que la crise va durer si longtemps que vous aurez le temps d'écrire 3 livres. Ma réponse était, vous devez être heureuse si ce seront seulement 3 livres et pas plus que ça. Alors la trilogie est maintenant finie, la crise est encore là. Alors, liquidation de la grecque, hein. Ok, résumé. Tout devrait aller bien pour le commissaire Halitos, il marie sa fille, il apprécie son gendre, il a une nouvelle voiture, c'est fini la Mirafiori. Et son chef n'a la mère de patron. Mais rien ne peut aller bien pour un grec en ce moment. La crise et les régressions sociales imposées par l'Union européenne, les FMI et toute la bande de retour qui va avec, frappent la société des plein fouet. Les manifestations sont quotidiennes. Circuler dans l'antenne est impossible et voilà qu'un individu commence à séparer proprement la tête du corps d'un certain nombre de banquiers, dirigeants d'agences de notation et autres prêteurs et usuriers. Dans le même temps, une campagne d'affichage sauvage incite les gens à ne plus rembourser leurs crédits. Dure enquête pour Halitos. Le Robin des banques est malin, la pression des ministères énorme, et le public serait plutôt du côté du coupeur de tête que celui des victimes. Vous êtes le dire. Devant l'immeuble, le Seat Ibiza m'attend, toute fleurie. Je la conduis depuis 4 mois, mais à tous les coups, je m'attends à trouver notre vieille Fiat Mirafiori sacrifiée au mariage de ma fille. Un soir, nous étions assis devant la petite lucarne, quand Adriani s'est soudain avisé qu'il fallait louer un taxi décoré pour conduire Catherine à l'église. Un taxi, pourquoi faire? On prendra notre voiture, et je répondis naïvement. Et mener Catherine dans ce tas de boue, c'était l'écrire. Enfin, si tu ne respectes pas ta fille, tu n'as pas honte devant tes collègues. Y a-t-il un seul flic dans toute la Grèce qui n'ait pas au moins un Hyundai? Rien vu. Les unes avaient une Hyundai, d'autres une Toyota, une Suzuki, quelqu'un une Opel Corsa. Ma fillette était un cas unique dans la maison. On l'appelait ironiquement Password, de même qu'on ne pouvait pas démarrer un programme sans password, de même la Mirafiori ne démarrait pas sans Halitos. Adriani, décrivant mon aveu tacite, a poursuivi l'offensive. Par moments, tu es une énigme, mon chéri. Quand tu parles de ta fille, tu es tout sucre, tout miel. Et maintenant, elle ne mérite pas un petit sacrifice pour son mariage. Tu ne peux pas vraiment pas la quitter, ta fillette. Elle n'avait pas tort, nous étions inséparables. La Mirafiori était la chair de ma chair, je ne pouvais pas la sacrifier, mais Adriani n'a pas cédé. Plutôt que prendre ta fillette, je préfère 1000 fois y aller en pick-up. Caterina, qui cherchait toujours de compromis, a proposé la voiture de Fanny. Et qui va la conduire? Demanda Adriani. Fanny.
Ma chérie, c'est le père qui conduit la mariée à l'église, pas le marié. Pour finir, je me suis persuadé que la Vera Fiori, à 40 ans, mourut dans son grand âge, n'était pas une dame. Cette décision apaisait, ou du moins estompait, les tourments de mon âme et en suscitait d'autres plus matériels. Je ne savais quelle marque choisir. Or, quand on ne sait pas, on demande. Et quand on demande, tout s'ennuie. Monsieur le commissaire ne cherche pas à me conseiller d'Elmizakis, prends du Hyundai. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Sans compter que la moitié de la maison roule en Hyundai et que le concessionnaire nous fait des histoires. N'écoute pas ce que te disent les gars sur les Hyundai et les Nissan, me disait Dickens. Prends une européenne pour être tranquille, une Volkswagen ou une Peugeot. Ça, c'est de la voiture. Finalement, c'est Fanny qui a résolu le problème. Prends une Seat Pisa. Pourquoi? Pour être solidaire entre pauvres. En ce moment, les Espagnols et les Portugais en train de plaindre la gueule comme nous. On est les pigs, les pauvres. Donc, un peuple doit aider l'autre et au lieu de courir après les requins. Jusqu'à présent, on essayait de vivre comme les requins et on s'est noyé puisque les pauvres sont pas nagés. Par conséquent, tu dois prendre une serre. Monsieur Margaret, les traductions françaises de vos livres jusqu'à ce jour s'arrêtent ici. Est-ce qu'on peut vous demander à quoi on doit s'attendre? Parce que bon, les publics, il y a des gens qui sont absolument bilingues ici. Hein, donc, le deuxième roman de trilogie, c'est Péré aussi. Péré aussi, c'est un mot qu'on ne peut pas expliquer à trop. On va essayer. On va essayer un peu. Péré aussi, c'est un terme technique fiscal d'abord. Hein, c'est un arrangement entre... Les Allemands ont traduit le titre jour de paiement. Pourquoi pas? Payé. Alors, ça vient de père, hein, ce qui signifie la fin de l'achèvement. Le sujet du deuxième roman, c'est une affaire avec, disons, l'évasion fiscale. Il y a un homme qui tue les gens qui n'ont pas payé ces taxes en disant, en écrivant des lettres, en les évitant de payer. Et la signature est le... Il est tué à la ciguë en plus, hein, oui. À la façon des souverains, n'est-ce pas? Comment le collecteur de taxes nationales. Voilà. Alors, c'est une histoire avec les trois romans. Le projet était, d'une part, de trouver trois sujets qui viennent directement de la crise. Alors, les banques, l'évasion fiscale et le troisième domaine avec, disons, la génération de Polytechnique, la génération qui a pratiquement fait de la politique pendant, après la chute de la Chine jusqu'aujourd'hui. D'autre part, le projet était aussi de faire un narratif dans le roman concernant la réalité des Grecs et comment cette réalité devient de jour en jour plus difficile, plus insupportable, plus problématique. Voilà. Les deux derniers romans, comme grec jusqu'à présent. Une dernière question, M. Margaris. Vous êtes invité par Alexis Logos, c'est notre école qui enseigne les grecs. Est-ce que vous encourageriez les publics à lire plutôt en grec que traduction française au roman? Je ne sais pas, mais je pense que tous entre vous qui parlent grec et qui ont, disons, une certaine relation avec, disons, le grec quotidien, vous pourrez comprendre le roman. D'ailleurs, vous êtes, je vous l'ai dit l'autre jour, ce n'est pas pour vous faire un compliment de plus, vous êtes les premiers écrivains qu'on propose à nos élèves. Hein.
Merci beaucoup. Voilà. Ça me fait du plaisir. Nous vous remercions énormément. Hein, et puis, on vous souhaite beaucoup de succès, aussi bien à votre dernier roman que suivant, on espère. Hein. Oui, mais et aux traductions aussi. J'ai un problème. C'est un problème réel. Le problème est la crise est toujours là. Alors, qu'est-ce que je veux faire? J'ai trois alternatives. C'est OK, c'est fini, on va trouver un autre sujet pour écrire un nouveau roman. C'est le premier choix, la première alternative. Et un deuxième, écrire un épilogue comme roman. Ça, cette possibilité va me conduire dans une tétralogie, pas une trilogie. Avec une trilogie avec un épilogue. Et le troisième plus mauvaise alternative est de commencer une nouvelle trilogie. Alors, en ce moment, je ne sais pas ce que je vais faire. Réfléchissez. Bon, merci. Des questions, hein? Vous avez des questions à poser? Où habitez-vous en ce moment? À Athènes. Depuis combien de temps? Depuis 40 ans, non. Mais je suis venu à Athènes à la fin de 1964. C'est presque 7 ans que j'habite là. Et Caritos, il vit entre Pagrati et Virona, à la frontière. Oui, à la frontière de Pagrati et Virona. Moi, j'habite à Crusée. Oui. Isabelle, oui. C'est un peu simpliste, mais je voulais savoir qu'est-ce qui était le plus important pour vous quand vous écrivez le roman. Est-ce que c'est l'intrigue policière ou c'est justement tout ce qui est autour, les questions politiques, l'analyse de la société, ou qu'est-ce qui vous prend le plus de temps? Dans le roman policier d'aujourd'hui, Les deux sont très importants. dans le roman policier d'aujourd'hui, l'histoire policière, disons, le mystère, n'est qu'un prétexte pour dire d'autres choses. Ça, c'est, disons, le grand tournant dans le polar policier qu'on fait, qui a commencé, comme je disais, en 1986 en Suède, et en 1989 dans le reste de l'Europe. Voilà. Aujourd'hui, disons, l'histoire policière, c'est seulement un prétexte pour dire autre chose. Pour se réfléchir sur la société, sur la politique, sur les relations entre l'argent et la politique, voilà. Et c'est aussi, disons, l'importance de la vie. Je vais dire une autre chose aussi, mais laissez-moi parler un petit peu en ce qui concerne la vie. Si vous parlez le catalan parfaitement, sans aucun accent, et vous êtes à Barcelone, et vous allez parler le catalan ou le castillan, c'est pas important, tout à fait parfaitement, sans accent, et en un certain moment, vous savez, j'adore les romans de Manuel Vázquez Montalbán. Tout le monde va se savoir que je ne n'aime pas un catalan. Parce qu'à Barcelone, personne ne dit Manuel Vázquez Montalbán, tout le monde dit Manolo. C'est Manolo. Parce que c'est, disons, la personnalité et le symbole de la vie. Même aujourd'hui, c'est, vous savez, on va à Casa Leopoldo, le restaurant où il n'a pas seulement mangé, mais il a fait aussi de la cuisine là-bas. C'est Manolo, c'est. Alors,
c'est cette, disons, identification de la ville avec l'écrivain, c'est tout à fait une caractéristique du roman policier moderne. Dans le sud, le deuxième, c'est la cuisine. Ce n'est pas, vous savez, alors, si vous lisez le roman d'Agatha Christie, c'est toujours homemade marmalade. Ah bon, alors, homemade marmalade. Je vais vous dire quelque chose. Vous rentrez dans un âge, dans cette aventure du roman policier, c'est à 57 ans que vous y lancez, et vous êtes complètement à l'opposé des Grecs moyens que vous décrivez. Khalid, c'est un flic, mais c'est un Grec moyen en même temps. Donc c'est l'âge de la retraite pour la plupart, même avant, quand c'était comme ça. Et puis vous y lancez avec tout un bagage culturel derrière vous et empirique, vécu avec les théâtres, avec les scénarios, le cinéma, la télévision. Vous connaissez très très bien tous les aspects. Vous êtes un érudit, il ne faut pas les cacher. Et donc, vous savez très très bien vous servir du polar en tant que plateforme, en tant que véhicule, pour acheminer toutes ces... C'est toujours un véhicule, c'est ça. C'est très important d'accepter le roman policier d'aujourd'hui comme un véhicule pour dire autre chose. Voilà. C'est aussi la cuisine. Le premier avec la cuisine, c'était Simenon. Simenon, la recette de Madame Maigret. Bon, mais dans le sud, c'est Manuel Vázquez Montalbán, la cuisine. J'applaudis. Si vous lisez les romans de Jacques Rousseau, vous savez, c'est Marseille, c'est l'odeur des poissons et des fruits de mer. Dans le roman entier, vous savez, c'est, disons, un caractéristique du roman politique du sud de l'Europe. C'est avec Camilleri. Montalbán dit, écoutez, c'est très important, il faut agir tout à fait maintenant, sans perdre du temps, mais nous allons marcher après. C'est comme ça. Je crois que c'est une... Quand je lis des romans nordiques de la Suède, c'est toujours les sandwichs de la bière, mon Dieu. C'est insupportable maintenant. Pourquoi? C'est très facile à comprendre parce que les écrivains, comme maintenant, comme Camilleri, comme moi, sont venus des familles, viennent des familles où la mère était la cuisinière et ils ont, disons, ils ont eu toujours la possibilité de déguster des plats très, très, très bons. Alors on a transféré, c'est parce que, mais par contre, au nord de l'Europe, la femme s'est émancipée beaucoup plus vite. Ça, c'était bon pour la femme, mal pour la cuisine. Au sud, c'est le contraire. Et l'émancipation de la femme est retardée. Alors, ça, c'était bien pour la cuisine, mais mal pour la femme. C'est comme ça. Alors, c'est une réalité sociale dans le sud. C'est pas un phénomène qui ne peut pas expliquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Dans quelles circonstances et comment vous êtes passé à l'écriture en fait? Comment vous êtes devenu écrivain? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Je suis né à Istanbul et je fais des études allemandes. J'étais dans un lycée allemand, pas dans un lycée grec. Pourquoi? Parce que je suis allé au lycée à 19 ans, 40 ans. Et c'était
disons, le début du miracle économique de l'Allemagne. Mon père a eu l'illusion que l'allemand deviendrait la langue internationale de l'économie. C'était le premier. Et la deuxième raison était qu'il a eu, disons, la rêve que j'ai, comment on dit, travaillé dans sa vie. Alors, il a dit qu'il doit apprendre l'allemand. Il s'était trompé dans tous les deux aspects. L'allemand n'est pas devenue la langue internationale de l'économie, et moi, mais j'ai commencé à ce moment-là de m'intéresser pour une culture étrangère, c'était la culture allemande, vous savez, avec Faust, avec la culture allemande. J'ai commencé avec la traduction quand j'étais encore au lycée. Et un an après mon diplôme, j'ai écrit ma première pièce du théâtre. C'est ça comme ça. Non. J'ai même oublié comment ça s'appelle. Voilà, c'est ça que je savais à ce moment que le seul but que j'avais dans la vie était de devenir un. À ce moment-là, quand j'étais en 18, c'était. Je n'ai jamais eu, disons, l'envie de faire quelque autre chose. Jamais. J'ai travaillé dans les sociétés, j'ai fait beaucoup de choses, disons, pour gagner d'argent. Mais je me disais toujours, je suis un écrivain. J'ai commencé à être un écrivain professionnel à 1976. Allez. Non, français, mais plus fort. Pourquoi faites-vous si souvent référence à la dictature de coloniale dans les lois? Pas seulement dans la dictature des colonies. Je fais souvent des remarques sur l'histoire de la Grèce récente. C'est aussi la dictature de Metaxas, c'est aussi la guerre civile, vous savez. C'est ce, parce que la dictature de la Chine, c'est la plus proche, historiquement. Alors, il y a encore des gens qui ont vécu dans ce moment-là. Alors, c'est tout, avec le Che s'est suicidé, c'est le cas. J'aime faire, disons, des références ou des mémoires de ces dates. C'est très important. Parce qu'il était un moment tournant de la vie. Pas la chute même, mais la période après la chute. L'abolition de la monarchie, la démocratisation du pays. Et aussi la résistance pendant la chute, et les gens qui ont fait la résistance et leur vie politique après la chute. Autre question? Personne? Monsieur Margaris, est-ce que vous allez nous honorer encore une fois lorsque la prochaine traduction sortira en français? Est-ce que vous viendrez sur notre terrasse à l'école de Lexicopoulos? Oui, merci. Terrasse.